Bonjour à tous. Alors ça fait un moment que je vous ai pas tourné de vidéo. N'est-ce pas? Je ne vais pas vous dire, je vais vous tourner le bilan de mai puisque nous sommes actuellement le 30 juin, donc demain nous sommes le 1er juillet, donc non, je vais pas vous faire ça, c'est un peu trop... Voilà. Je vais vous tourner le bilan du Lost in Time Challenge, donc mai et juin. Ce sera plus cohérent, n'est-ce pas? Moins révoltant niveau date. Alors comme d'habitude je vous parle de chaque livre et à la fin je vous fais un petit bilan statistique mais sans statistique. On va commencer tout de suite histoire que ce ne soit pas trop long. Je vous rappelle que le Lost in Time Challenge a été créé par Aurore et moi et donc il se déroulait sur 2 mois, donc il se termine aujourd'hui. Et j'ai fait le bilan et j'ai juste pas réussi à remplir 2 catégories. Donc c'est quand même pas mal. Comme il y en a certains que j'ai lus il y a très longtemps, je suis pas sûre de pouvoir vous dire vraiment énormément de choses sur eux, malheureusement. Mais vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas? Alors, le premier livre que j'ai lu en mai, c'est The Importance of Being Earnest d'Oscar Wilde. Donc c'est de l'importance d'être constant en français, il me semble. Donc j'ai pas tout lu, j'ai juste lu la première pièce de théâtre. C'était sympa, mais comme la plupart des... Pas la plupart des œuvres d'Oscar Wilde, mais comme la plupart des pièces de théâtre, j'ai l'impression qu'il faut que je les lise plusieurs fois pour vraiment tout tirer de l'œuvre. Comment vous résumer l'histoire sans trop vous en dire? Comment il résume? Bah il résume pas. Oui, c'est aussi une façon de voir. En gros, si je vous résume un peu la première scène, donc on découvre Algernon qui est visiblement un jeune homme bourgeois. À qui rend visite Ernest, sauf que cet Ernest est présenté comme étant Ernest donc au personnage et au lecteur il est présenté comme étant Jack. Voilà, donc c'est une histoire de double identité, tout ça. J'ai pas trop envie de vous en dire au cas où vous auriez envie de découvrir le livre sans aucune information. Sachez que bon, comme c'est Oscar Wilde, c'est évidemment très bien écrit. Ça tend bien sûr vers la satire sociale. Donc c'est drôle, ça fait réfléchir et comme je vous l'ai dit, il faut que je le relise pour en tirer vraiment tout ce qu'il faut. Mais j'ai très envie de continuer à lire Oscar Wilde, en tout cas ses pièces. Parce que j'ai encore lu aucune de ses nouvelles et j'ai lu le portrait de Dorian Gray que j'aimerais beaucoup relire d'ailleurs. J'ai fait rentrer The Importance of Being Earnest. Je l'ai mis dans Aux armes citoyens, un livre qui traite d'une révolte ou d'une révolution. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai bien sûr pas mis d'explication, sinon c'est pas drôle. On peut dire qu'il y a une forme de révolte à un moment, peut-être des jeunes femmes de la pièce. Encore une fois, je vais pas trop vous en dire, mais... Voilà, il y a aussi un jeu de mots dans le titre que vous découvrirez quand vous lirez la pièce. Ensuite, je ne savais pas trop quoi lire. Là, je regarde ma palle qui me hurle. Tu ne sais pas quoi lire, vraiment? Est-ce que tu te moques de nous? Donc j'ai fait un petit tour sur Scribd et je suis tombée sur The House Next Door de Dan Rivers Siddons, je sais pas comment on dit son nom de famille, qui s'appelle La maison d'à côté, je crois, en français. Je vais vérifier tout de suite parce que je ne suis pas persuadée. The House Next Door, La maison d'à côté, oui. Alors, La maison d'à côté a été comparée à The Haunting of Hill House de Shirley Jackson, donc La maison hantée, par Stephen King dans son essai Danse macabre qui s'appelle en français Anatomie de l'horreur. Donc c'est un essai sur l'horreur aux États-Unis, que ce soit dans les films, dans les livres, dans les séries, tout ça. C'est d'ailleurs excellent comme essai. C'est grâce à cet essai-là que j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'horreur, bon soft, hein, parce que je regarde toujours pas de films d'horreur par exemple. Mais je lis des livres comme The Haunting of Hill House ou The House Next Door. Donc c'est surtout ça qui m'avait intéressée puisque j'avais adoré The Haunting of Hill House et je m'étais dit un jour il faudrait que j'ai le courage de lire The House Next Door. Mais j'avais l'impression que ça allait être encore pire que The Haunting of Hill House parce que rien que dans le résumé, même en français, voilà, ils savent qu'ils risquent bien d'en être les prochaines victimes. Oui, les personnages sont tous peu à peu frappés de malheur, de folie, de mort. Ça a l'air très réjouissant. Donc j'avais un petit peu peur de ne pas être capable en fait de lire le livre, certaines scènes surtout. En revanche, je ne savais pas du tout qu'il avait été publié en 1978 pour la première fois.
et j'ai pas l'impression qu'il ait énormément vieilli. Alors, peut-être entrer dans le vif du sujet. Court résumé. En gros, la maison d'à côté, c'est la maison d'à côté. Vous n'auriez jamais deviné, n'est-ce pas? Donc on va se centrer sur la maison qui se trouve juste à côté de celle de la narratrice, qui s'appelle alors Colquitt. Moi c'est comme ça que je l'ai appelée tout le long. Je vous écris ici son nom. Colquitt, je suppose donc. Qui vit avec son compagnon Walter. Et donc à côté de chez eux, il y avait un terrain sans maison. Et un jour, quelqu'un achète ce terrain et il fait construire une maison, qui devient donc la maison d'à côté. Et cette maison, il se passe des choses pas très sympathiques autour d'elle et une fois que les gens y vivent, à l'intérieur. Voilà. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que je n'en savais pas vraiment plus. Voilà. On peut éventuellement dire que du coup, comme il se passe des choses un peu étranges autour de la maison, on a le procédé de la maison vivante qui commence à apparaître. Est-ce que cette maison est vraiment vivante? Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Est-ce qu'elle est hantée? Bah, elle a jamais été habitée. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le terrain lui-même? Enfin, voilà, c'est tout un tas de théories qui commencent à arriver au fil de la lecture. Alors, quand j'ai commencé le livre, comme je vous l'ai dit, j'ai eu peur parce que je me suis dit, oui, enfin bon, quand même, ça a l'air d'être vraiment, enfin, c'est classifié horreur sur Goodreads, il me semble. Et même Stephen King en parlait comme vraiment d'un livre d'horreur. Donc, je me suis dit, j'ai pas tellement envie de faire des cauchemars affreux ou quoi. Alors, le début est vraiment très cosy. J'ai vraiment adoré le début. Je me suis attachée à tous les personnages. J'ai adoré l'écriture tout de suite. J'ai adoré la voix de la narratrice. Alors, le livre commence par une préface où la narratrice nous dit que personne ne la croit. En gros, elle nous explique un peu tout autour de la maison. Enfin, explique. Non, pas vraiment, puisque on est quand même laissé assez dans le flou. Elle nous parle de la maison et j'ai noté, il me semble, la phrase par laquelle elle termine sa préface. Si, quand vous lisez cette phrase, quand vous terminez la préface, vous n'êtes pas instantanément accroché, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, honnêtement. Parce que moi, à partir du moment où j'ai lu cette phrase, je n'ai plus su m'arrêter. J'ai lu le livre pas d'une traite parce que... Voilà, mais j'étais complètement absorbée par ce livre. C'était... Vais-je le retrouver? Oui. Alors, la dernière phrase de la préface, c'est en anglais « I do not think we will be alive long enough ». Et donc en français, ça donne « Je ne pense pas que nous serons encore vivants bien longtemps » ou « assez longtemps ». Moi, j'ai lu ça, j'étais... Oh mon Dieu, je veux savoir ce qui se passe, je veux savoir pourquoi ils risquent de mourir, pourquoi ils pensent qu'ils vont mourir, je veux absolument savoir. Donc, comme je vous disais, j'ai adoré l'atmosphère, en tout cas l'atmosphère qui est créée petit à petit avec les premiers chapitres, où pour l'instant le terrain n'est pas encore habité, il n'est pas encore acheté, il me semble, ou alors il vient juste de l'être, mais donc la maison n'est pas encore là, il n'y a encore personne qui vit là. Et donc Colquitt nous présente un peu sa vie. Elle nous fait entrer dans sa vie, clairement, dans son foyer, dans son groupe d'amis. Le groupe d'amis, évidemment, j'ai envie de vous dire. Meilleur procédé au monde, hein, le groupe d'amis. Donc, je me suis attachée à tous. Et j'aimais cette atmosphère. Oui, c'était calme, on se sent bien, en fait, avec Colquitt dans sa maison, avec ses proches. On se sent à l'aise et surtout, on se sent en sécurité. Et donc, quand... Petit à petit, l'atmosphère est en train de basculer tout doucement vers l'angoisse, vers l'horreur, et où on se dit « Oh mon Dieu, ce petit monde parfait que la narratrice nous avait décrit va petit à petit se fracturer, se fragmenter, et pour finir par exploser. » Et j'ai aussi adoré ça, parce que j'ai trouvé que l'angoisse arrivait vraiment petit à petit. C'était pas d'un coup, grosse angoisse... tout tombe d'un coup, non, c'était vraiment insidieux, c'était vraiment lent, c'était terriblement cruel à lire, vraiment. J'ai eu vraiment mal pour tous ces personnages, parce que comme je vous l'ai dit, comme j'étais vraiment intégrée dans le groupe et intégrée dans leur vie, c'était vraiment horrible à lire. C'était peut-être même pire que de lire The Haunting of Hill House, puisque dans The Haunting of Hill House, bon, pour ceux qui n'ont pas lu, je ne vais tenter de ne pas vous spoiler, dans The Haunting of Hill House, on assiste aussi à une espèce de fragmentation petit à petit dans le roman. Et j'ai trouvé que c'était encore pire avec ce livre parce qu'il y a ce groupe vraiment soudé, parce que ces gens sont heureux en fait. Et que
la maison d'à côté va n'apporter que du malheur dans leur vie. C'était vraiment horrible. Je me suis vraiment sentie mal parfois en le lisant. Je me suis dit je vais faire une petite pause parce que je me sens pas bien. Alors il y a eu une scène au début où je me suis dit je vais peut-être ne pas finir ce livre en fait. Pas parce que c'était pas bien, mais parce que cette scène était vraiment gore. Enfin pour moi en tout cas c'était gore. Pas gore dans le sens... je sais pas moi, quelqu'un qui arrive avec un couteau bouché et qui découpe des gens. Non, c'était gore et en plus c'était vachement violent parce que cette scène arrive à une personne. Je peux pas vous le dire parce que sinon c'est un spoiler et c'est vraiment dommage de vous spoiler ça parce que c'était vraiment choquant. Mais voilà, cette scène m'a vraiment mise mal à l'aise, m'a vraiment donné la nausée en fait. Et je me suis dit, si d'autres scènes comme ça apparaissent avec autant de sang et autant de violence, je pense que je ne peux pas continuer à lire ce livre. Bon, c'était la seule scène sanglante de tout le roman. Puisque tout le reste va se concentrer sur la psychologie. Et les personnages, le but clairement de la maison ou de l'entité qui l'habite ou de quoi que ce soit qui habite ce terrain, ou voilà, le but, c'est de rendre ces personnages fous. À un moment donné, par exemple, il y a une femme qui a un problème mental, et donc je ne vais rien vous dire, mais sachez que, voilà... Quand le résumé dit folie... folie quoi Malheur, folie et mort, c'est un peu ça, oui, c'est même tout à fait ça. Je vous ai dit que j'avais adoré donc la première atmosphère très cosy et cette autre atmosphère qui commence à devenir angoissante. J'ai adoré, mais en même temps, c'est typiquement le genre de livre qui me déprime profondément. Parce que voir tant de bonheur s'écrouler, c'est vraiment difficile. Et oui, j'étais vraiment déprimée parfois en lisant ce livre. D'ailleurs, après Infinitive, je savais absolument pas quoi lire parce que déjà rien ne me semblait à la hauteur. Et ensuite, j'avais besoin de quelque chose qui me rende ma joie de vivre, on va dire. Et c'est compliqué de passer après un tel livre, je peux vous le dire. Je vous parlais des personnages, j'ai adoré presque tous les personnages. Il y a juste 2 personnages, alors Héloïse et Norman que j'ai haï de tout mon cœur, mais je pense que c'est le but, et tous les autres personnages les détestent à un moment donné. J'ai adoré Colquitt, de qui je me suis sentie très proche. J'ai par la même occasion adoré son compagnon ou son mari d'ailleurs, je sais plus s'ils sont mariés. En tout cas j'ai adoré son compagnon, Walter. J'ai aimé qu'on le voit à travers ses yeux, qu'on apprenne à l'aimer. J'ai aussi adoré leur couple en lui-même, c'est juste tellement beau, je veux dire... C'est un peu le couple idéal, mais pas vraiment stéréotypé. C'est-à-dire que ce sont des êtres indépendants qui peuvent vivre leur vie indépendamment, mais qui sont amoureux l'un de l'autre. Je trouve que c'est, oui, le couple idéal, vraiment. Dépendant, mais sans l'être. Dépendant sentimentalement, mais pas dépendant dans le sens physique. Ils sont capables de faire des choses l'un sans l'autre. Ils sont capables de passer du temps l'un sans l'autre. Enfin, voilà. Je trouve que c'est assez rare en fait qu'on voit ce genre de couple, j'ai l'impression. En tout cas, c'est assez rare que je vois ce genre de couple dans les livres que je lis. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était différent de d'habitude, on va dire. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, le groupe d'amis. Évidemment, le groupe d'amis, très important. J'ai adoré tous les membres qui le composent. J'ai aussi adoré les voisins qu'on commence à découvrir. Alors les voisins qui vivent du coup dans la maison d'à côté. Qui est-ce que... Je me souviens plus leur nom, mais je vais voir. Voilà, Anita et Bucky par exemple, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je n'en dirai pas plus, mais je les ai vraiment beaucoup aimés. Alors ce qui est important aussi dans ce groupe d'amis, c'est qu'ils sont tous différents, c'est-à-dire que c'est pas des... Enfin, quand l'un parle, on sait... Enfin, comment dire, ils n'ont pas des voix interchangeables. Et ça c'est bien, parce que du coup ça leur crée une personnalité, ils sont des êtres complexes, des vrais humains en fait. On a l'impression qu'ils sont réels sur la page, et ça je trouve ça important. Pour la maison, j'ai envie de vous parler de la maison de manière vraiment très étendue, mais je me dis que c'est pas vraiment une bonne idée parce que déjà cette vidéo va durer assez longtemps je pense. Et ensuite parce que je vais vous spoiler c'est sûr si je vous parle de la maison. Donc la maison, je vais juste vous dire, oh mon dieu j'ai tellement adoré, c'était génial. Je veux plus de romans comme ça, c'était top. C'était, voilà, que vous dire, que vous dire. Je regarde ce que j'ai mis en spoiler et ce que j'ai pas mis en spoiler. Oui alors, on a un choix en fait pour la maison, on peut comme je vous l'ai dit décider que c'est la maison elle-même qui agit. Dans ce cas-là, on parle de la figure de la maison vivante et ça... Ou alors, on peut imaginer que c'est pas du tout surnaturel. Ou alors, on peut imaginer que c'est surnaturel mais que ce n'est pas la maison. Il y a tout un tas de fils en fait qui commencent à arriver au fil
de l'histoire. Je vous dirai pas du coup la fin, parce que la fin donne... Enfin la fin en fait prend tous les fils et les noue bien et on a une belle explication on va dire. J'ai adoré cette fin d'ailleurs. Oh mon dieu, c'était formidable mais c'était aussi tellement cruel et tellement désespérant. Vraiment ce roman est déprimant. Faut pas le lire quand on est vraiment déprimé. Mais ce qui du coup il faut le lire quand on est joyeux parce que du coup ça va vous déprimer quand même. Je sais pas, il faut lire ce livre dans tous les cas, mais il est vraiment vraiment lourd. Voilà, il est lourd. Concernant le côté horreur, je vous l'ai dit, il n'y a qu'une seule scène qui pour moi est gore et choquante. Vraiment, ce livre n'est pas un roman d'horreur où il y a beaucoup de sang, des effusions de sang, des meurtres vraiment très sanglants ou quoi. C'est surtout psychologique, c'est surtout dans l'angoisse, dans la terreur, dans le suggéré aussi. Et voilà, c'est pas... Enfin, pour ceux qui vraiment aiment le gore et le sang partout, vous allez être déçus. C'est vraiment plus psychologique. Pour autant, c'était quand même vachement flippant des fois, hein. Mais moi, j'étais pas sereine. Bon, comme je vous l'ai dit, la fin était... Mon dieu. Il y a aussi autre chose que j'ai aimé dans ce livre, mais je peux pas vous en parler parce que c'est un spoiler. Donc, pour ceux qui ont lu le livre ou qui vont le lire, n'hésitez pas à m'en parler. J'ai envie de parler de ce livre, mais je ne peux pas parce que peu de gens ont lu ce livre, connaissent même son existence. Alors je comprends, parce que quand on regarde la couverture française, honnêtement, ça donne tellement pas envie. Je vais vous la mettre là. Depuis tout à l'heure, vous voyez la couverture anglaise qui est quand même vachement mieux, mais qui peut éventuellement être un peu... comment on dit misleading en français, qui peut porter à confusion ou qui peut tendre vers l'erreur, je ne sais plus comment parler, c'est merveilleux. Donc voilà, la couverture française donne vraiment pas envie. En tout cas moi elle me donne pas envie. Et enfin, comme je vous l'ai dit, j'ai lu ce livre parce qu'il était proche de The Haunting of Hill House et je pense que j'aurais dû lire ce livre quand j'ai étudié The Haunting of Hill House et que j'ai fait mon mémoire sur le gothique parce que j'aurais pu faire tellement de parallèles entre The Haunting of Hill House et The House Next Door. Mais tellement, ça aurait été merveilleux. Du coup j'ai très envie de retravailler là-dessus. J'ai fait une liste de tous les parallèles qu'on pouvait tirer. Je vous les dirai bien, mais c'est un spoil pour les deux romans, donc je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Dans tous les cas, ce livre est sans aucun doute un de mes préférés, parce qu'il était là-bas. Vraiment, c'était génial. Allez lire ce livre. Même s'il est déprimant, flippant et tout ça, allez le lire, il est génial. Je l'ai mis dans We Have Always Lived in the Castle, un livre dont l'intrigue contient un château. Bon, alors... la maison n'est pas un château, mais clairement c'est une très très belle maison d'architecte en plus, donc on va dire que ça passe. Hein. En plus c'est mon challenge, donc ça passe. Voilà. D'ailleurs pour tous ces romans, pour tous ces livres, alors non en fait je suis en train de mentir déjà, parce que pour l'importance d'être constant, je n'ai pas fait de chronique, mais pour The House Next Door par exemple j'en ai fait une, et pour les romans qui suivent j'en ai fait aussi. Voilà, je vais regarder combien de temps ça fait que je tourne, je pense que ça fait... Oui, voilà. C'est bien, j'avais dit que ce bilan ne serait pas long. J'en ai marre de moi. On va tenter d'être plus rapide avec le livre suivant. Ensuite, j'ai lu Conspirata de Robert Harris, qui m'a été offert par Jenny, merci encore. Du coup, Candice m'a offert le 3e tome, que je vais lire bientôt. Bientôt, espérons. Alors, Conspirata, c'est donc le 2e tome de la trilogie Cicéron de Robert Harris, le 1er tome étant... Imperium. Le 1er tome était excellent. Et le 2e était excellent aussi. Alors, je ne peux pas trop entrer dans les détails, surtout si vous ne connaissez pas l'histoire de Cicéron. Mais pour essayer d'être rapide et clair, Cicéron est un avocat qui va tenter une carrière politique dans la Rome antique. D'ailleurs, c'est très proche de la réalité historique. Même carrément la réalité historique. Il me semble que oui, c'est très... Bon, après, c'est quand même de la fiction, puisque le narrateur, c'est Tyron, l'esclave de Cicéron. Donc, bon, oui, c'est un peu... C'est quand même de la fiction, mais c'est tiré de faits réels. L'écriture était toujours aussi bonne. J'ai adoré, encore une fois, que ce soit Tyron, le narrateur, puisqu'il est... Je sais pas, il apporte un côté humain à Cicéron que Cicéron n'a pas du tout quand on... Même, par exemple, quand on l'étudie ou quand on regarde... Quand on lit une biographie de sa vie, peut-être, ou quand on... regarde le personnage de loin, parce que là Tyron est vraiment très proche de lui, donc on voit un peu tous ses défauts et tout ça. On voit aussi ses qualités bien sûr, on voit les erreurs qu'il fait,
Et Tyron en est conscient, mais peut pas toujours le dire à Cicéron parce que bah, il n'a pas un statut qui lui permet de lui dire quand il fait des erreurs, ou alors Cicéron ne l'écoute pas vraiment. Il y a un moment qui m'a particulièrement émue. Tyron est en train donc de raconter l'histoire de Cicéron après la mort de Cicéron. Lui-même doit avoir près de 100 ans, je crois. Et donc il écrit à partir de ses souvenirs. Et il y a ce moment où il parle de l'odeur du parchemin qui lui fait monter les larmes aux yeux parce qu'il se souvient que Cicéron avait beaucoup de parchemin, tout ça. Et j'ai eu vraiment, enfin je sais pas, quand on parle d'odeur comme ça, ou qu'on est dans une sorte de scène qui rappelle la Madeleine de Proust dans La recherche du temps perdu, c'est toujours des moments qui me touchent vraiment. Donc j'ai été, voilà, les larmes me sont montées, je me suis dit, bah Justine, enfin calme-toi, ça va aller, calme-toi. Et donc voilà, j'étais vraiment très émue du fait qu'il se rappelle le passé, tout ça, enfin c'était... Voilà. Donc comme je vous le disais, Cicéron est un homme qui a des défauts, qui n'était pour moi pas du tout attachant avant que je commence à lire la trilogie de Robert Harris. Donc Tyron le rend attachant, tout ce qui lui arrive aussi le rend attachant, on rencontre ses proches, c'est un homme en fait tout simplement, c'est plus une espèce de figure historique un peu parfaite ou idéalisée, c'est clairement un homme, un personnage qui vit sur la page et qu'on apprend à apprécier, des fois qui nous agace beaucoup, oui non, même beaucoup en fait, qui peut, oui, fortement agacer. On continue à le voir tenter de monter dans la société romaine. Bon, parfois il rate quelques échelons et il retombe, mais j'ai envie de dire c'est la vie. Surtout à Rome, c'est... J'ai aussi beaucoup aimé que ce soit pas manichéen, que ce soit pas juste tout blanc ou tout noir, c'est très gris. C'est-à-dire que Cicéron aussi fait des choses où on se dit, je suis pas persuadée que ce soit la meilleure chose à faire, évite. On a aussi beaucoup de personnages historiques comme César, Pompée... Mince, son nom m'échappe. Oh, son nom m'échappe, je l'ai même vu dans Rome, ce personnage. Comment il s'appelle? Non, ça va pas revenir. Est-ce qu'elles sont... Catulle, non? Oui, c'est Catulle. Alors, on a aussi le moment que j'attendais dans le tome 1, mais qui n'est pas jamais arrivé. Je me suis dit, bon, dommage, j'aurais aimé lire cette scène. C'est toute la conspiration de Catilina qui voulait absolument faire tomber Cicéron. J'ai adoré lire le discours, bon, du coup traduit en anglais, mais je l'ai tellement traduit en latin que parfois des phrases me reviennent. Oui, parce que j'ai aussi dû apprendre ce discours par cœur en latin. Voilà. Jusque à quand Catilina, blablabla. Oui, du coup j'ai aussi appris la traduction par cœur, donc je connais à la fois le texte latin et le texte français. Oui, quelque chose qui ne sert à rien dans mon cerveau. Oui, donc c'est inutile de savoir ça, mais c'était intéressant de le voir la scène et de vivre la scène en quelque sorte avec les personnages. J'ai aussi aimé que le lecteur du coup vit vraiment à Rome avec des Romains. Voilà, on a les élections, on a le peuple, on a les patriciens, on a tout le système politique, tout le système parfois vraiment très complexe et on se dit mais qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Le système avec les triomphes, le fait qu'un général ne puisse pas entrer tant qu'on ne lui a pas accordé son triomphe, du coup il ne peut pas rentrer dans Rome, toutes les règles de Rome, tout ça. Des fois c'est un peu compliqué à suivre mais c'est vraiment génial en fait de voir que l'auteur a mis tout ça dans son roman et qu'il le fait vivre au lecteur, je trouve. Et oui, donc encore une fois, j'ai été émue par certaines scènes. Par exemple, la scène à la fin. Oui, vraiment, ce livre, c'est... Alors, il y a eu quand même un petit moment creux à un moment donné. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je sais pas si c'est parce que je lisais autre chose en même temps ou si c'est parce que j'étais plus dans le bon mood pour lire ce type de roman. Mais à un moment donné, il y a une espèce de creux et je me suis dit, oh, j'ai plus tellement envie de continuer ce roman, je vais commencer autre chose. Et je pense que c'est juste après une scène avec César, je pense que c'était pile au milieu. Je me suis dit, ouais, là, j'ai l'impression qu'on est un peu coincé. Après, peut-être que c'était aussi pour montrer qu'à l'époque, enfin, à ce moment-là, les personnages sont effectivement coincés dans la situation où ils savent pas trop quoi faire. Parce qu'il y a des espèces de conspirations un peu partout contre un peu tout le monde et on sait pas trop à qui se lier. Vraiment, la politique romaine, c'est un espèce de nid de serpent où tout le monde est entrelacé et on sait pas trop lequel tirer, lequel enlever, lequel garder, tout ça. Mais dans tous les cas, c'est vraiment génial. J'ai trouvé que c'était vraiment à la hauteur du premier tome. Et j'ai hâte de lire Dictator, donc le dernier tome. Je suis un peu triste aussi que ça se termine parce que je sais comment se termine la vie de Cicéron. Et je ne suis pas sûre d'avoir envie de lire cette scène. Je pense que ce dernier tome va peut-être être enfin celui qui va vraiment me faire pleurer. Parce que comme je vous l'ai dit, j'ai eu les larmes aux yeux pour certaines scènes avec Tyron.
quand il pense à Cicéron, et voilà. Parce que je vous le rappelle, Cicéron est mort au moment où il écrit. Et donc je sens que ce dernier tome va être un peu... voilà. Ça va pas être formidable. Mais bon. Donc, excellent deuxième tome. Je vous recommande vraiment cette série. Elle est vraiment top. Donc comme vous voyez, les 3 premiers livres que j'ai lus au mois de... Non, pas de mai, d'avril, non. Mais, non, mais quand même, oui. Pas exagéré quand même. Les 3 premiers livres que j'ai lus au mois de mai étaient vraiment top. Surtout The House Next Door et Conspirata qui étaient des coups de cœur absolus. Alors Conspirata pour le Lost in Time Challenge, je l'ai mis dans Mes chers compatriotes, un livre où la place de la politique est importante, puisqu'effectivement la place de la politique est importante pour Cicéron qui veut gravir les échelons politiques de la Rome antique. Et alors ensuite, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais les 2 livres suivants que j'ai lus font sans doute partie, pas des pires livres, mais au moins des plus grosses déceptions de l'année. Oui, de l'année complète. Hein, Donc j'ai d'abord lu Les Brigades du Steam de Cécile Duquesne et d'Étienne Barillier, que j'ai lu en lecture commune avec Aurore. Donc ça faisait longtemps qu'on avait fait une lecture commune, on s'est dit allez, on se fait une lecture... Il est tard, j'ai du mal. On va se faire une lecture commune sur ce livre, ça va être top, ça fait longtemps qu'on veut lire toutes les deux, on y va. Alors, Les Brigades du Steam, je vais tenter de vous résumer sans vous spoiler. On va suivre 2 personnages qui font partie des brigades... Alors attendez, je vais regarder directement le résumé parce que j'ai peur de trop vous en dire. Donc on est en 1910, il y a une espèce de complot en France et les brigades sont au centre, donc les brigades créées par Clémenceau, sont au centre de cette espèce de complot étrange. Et on va suivre 2 personnages, Solange et Auguste, qui vont à un moment donné se croiser et tenter de comprendre ce qui se passe et de sauver l'honneur du pays, il me semble. Alors, on va commencer par le positif. J'ai beaucoup aimé certaines scènes d'action. Il me semble qu'Aurore, elle ne les a pas aimées du coup, parce que ça faisait un petit peu course-poursuite et un petit peu trop rapide, tout ça. Moi j'ai beaucoup aimé ces scènes. Et j'ai aussi beaucoup aimé certaines réflexions. Alors vous dire lesquelles, ça va être compliqué, parce que je m'en souviens même plus, c'est vous dire. Ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, le problème avec ce livre, c'est que le négatif a vraiment pris le pas sur le positif pour moi. J'arrive pas à me souvenir de ce livre de manière positive, malheureusement. Comme je vous dis, les scènes d'action étaient bien. Mais, par exemple, les réflexions que je trouvais bien quand j'ai lu le livre sur le coup, maintenant, elles me reviennent pas du tout, parce que tout le reste enfin, oui, tout le livre est un peu, je vais pas dire sali, c'est un peu trop grand mot. Mais oui, c'est un peu terni par... tout le négatif que je vais maintenant énoncer. Préparez-vous. Alors je ne tiens pas à être méchante ou ce genre de choses, je vous dis simplement ce que j'ai ressenti en lisant ce livre et comment j'ai trouvé ce livre objectivement. Voilà. Pour moi, ce livre allait nous parler des brigades. Donc on allait se retrouver dans un groupe de détectives ou d'enquêteurs et on allait suivre un groupe. Donc il allait y avoir une dynamique de groupe, un esprit de groupe, une appartenance, je sais pas, quelque chose... on allait voir une équipe travailler en fait pour moi. C'était évident. Et on allait aussi en apprendre un peu plus sur le quartier général. On allait avoir des scènes au quartier général, on allait découvrir pourquoi Clémenceau les avait créées, comment, tout ça. Il allait aussi y avoir un fort côté steampunk. On n'est jamais au quartier général des brigades. On y est une seule fois, quand il y a une espèce d'attentat en quelque sorte. Mais sinon on ne s'y trouve plus jamais. On ne suit pas du tout un groupe. Mais alors, pas du tout. On suit des personnages d'abord isolés, puis en duo. C'est tout. On ne découvre rien sur les brigades en quelque sorte, on ne découvre rien sur pourquoi Clémenceau les a créés, comment, tout ça. Rien. Et j'ai trouvé que c'était très stéréotypé comme histoire, c'était... Je pense qu'on aurait pu... Enfin oui, non, c'était vraiment très stéréotypé en fait, ça aurait pu se passer n'importe quand, ça aurait été un peu pareil, il n'y avait pas de... Je trouve qu'il n'y avait pas assez le côté 1910, il n'y avait pas... Alors le steampunk, j'ai trouvé que c'était tellement léger qu'à un moment donné, je me suis demandé si vraiment il y avait du steampunk. J'ai même commencé à me poser la question, est-ce que vraiment j'aime le steampunk? Parce que si c'est ça le steampunk, je suis pas sûre de vraiment apprécier. Parce que le seul roman steampunk que j'ai lu, sinon c'est Rouille, il me semble, de Florian Solès, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs. Et là, j'ai pas retrouvé le vrai côté steampunk, les machines, tout ça, je sais pas... Pour moi c'était trop léger, mais je m'y connais pas assez en steampunk pour vraiment pouvoir juger le livre de ce côté-là. Donc bon, juger c'est un grand mot, vous dire ce que je pense de ce livre. J'ai trouvé que l'écriture
j'ai pas du tout accroché au style d'écriture, mais vraiment pas. J'ai trouvé que c'était tellement... Je trouvais que c'était un peu cliché l'écriture, c'était des espèces de phrases d'accroche balancées comme ça, histoire de créer une espèce de tension ou une espèce de scène dramatique. Et pour moi, ça fonctionne pas du tout dans les livres. Je trouve que c'est vraiment... Je sais pas, c'est trop solennel ou trop... J'ai trouvé ça pas naturel et c'était... Enfin, ça m'a pas du tout transporté dans l'histoire. Au contraire, ça m'a carrément détaché du livre. Et je pouvais noter en fait ces phrases en me disant, bah là par exemple, non. Il y a eu pas mal d'incohérences aussi. Par exemple, je me souviens d'une scène où une fenêtre est censée être ouverte. Finalement, non, elle est... Quand il y a eu la scène juste après, elle était fermée. Alors, ça a l'air d'être insignifiant, mais non, c'est important pour la scène qui se produit à ce moment-là. Voilà, c'était un petit peu étrange. Les personnages n'ont pas beaucoup de jugeote aussi, j'ai l'impression. Mais bon, là, c'est... Enfin, les personnages, c'est pas tellement... Il y a eu pas mal de fautes de syntaxe et de grammaire. Alors, oui, bon, sans doute parce que c'est des formations professionnelles, on va dire, mais vraiment, ça me gêne beaucoup quand je vois vraiment beaucoup de fautes. Ou alors des expressions, deux expressions mélangées qui, du coup, forment une expression qui n'existe pas. Je sais pas, à chaque fois que je voyais ce genre de choses, encore une fois, j'étais sortie du livre, donc j'arrivais pas vraiment à entrer dans l'histoire. J'ai trouvé que certaines scènes et même l'intrigue en général était beaucoup trop floue et beaucoup trop rapide. À un moment donné, je me suis même dit, mais attendez, on est déjà... Enfin, quoi? Je sais pas, c'était... Il y a quelque chose qui n'a pas du tout fonctionné en fait pour moi dans ce livre. Je suis vraiment déçue parce que j'attendais vraiment beaucoup de ce livre. Et donc voilà, je suis déception. Alors sans doute peut-être aussi que c'est moi et que c'était pas le bon moment pour moi pour lire ce livre, je sais pas, mais du coup j'ai vraiment été déçue. Et voilà. J'ai fait une chronique sur le blog si vous avez envie d'en savoir plus, mais je ne vais pas m'attarder davantage. J'ai classé Les Brigades du Steam dans Engagement Eureka, un livre qui traite de l'évolution scientifique, puisque steampunk, évolution scientifique, il y a un moment où on parle de voitures et du fait qu'elles sont plus performantes, ou pas quoi. Je me suis dit que ça passait bien. Et alors, une nouvelle déception, mais alors là je pense que c'est encore pire que Les Brigades du Steam. J'ai lu A Song for Ella Gray de David Almond, qui s'appelle La chanson d'Orphée, je crois. Oui, La chanson d'Orphée. C'est ma soeur qui me l'a offert il y a très longtemps. Je me suis dit que j'allais enfin le lire, parce qu'elle l'a beaucoup aimé. Et waouh, je pense que c'est vraiment, mais alors vraiment le type de livre qui ne me convient pas du tout. Et quand je vous dis pas du tout, pas du tout. C'était... Je vais tenter d'abord de parler du positif. Le positif. Alors, c'est une réécriture mythologique, donc de l'histoire d'Orphée. Il y a un passage avec, où on mentionne les enfers, je ne vais pas trop vous en dire, mais j'ai adoré ce passage. J'ai aimé l'esthétique de ce passage et comment il était... présenté, on va dire, ça c'était vraiment bien. J'ai aimé, alors là je ne peux pas trop vous en dire non plus parce que c'est un spoiler, mais il y a un lien, en fait tout le long de l'histoire il y a une espèce de fil rouge, un lien avec l'eau, un lien entre Ella et l'eau, et j'ai bien aimé ce lien. Bon alors là ça vous dit absolument rien, mais voilà, c'est un thème que j'ai aimé, cette espèce de lien avec l'élément liquide avec l'eau. J'ai aussi beaucoup aimé la relation de Claire avec Ella, au début en tout cas. Parce que cette histoire, en gros, réécriture du mythe d'Orphée, donc vous savez, Orphée, qui est un être humain qui joue parfaitement de la lyre, qui est un grand poète, et quand il joue, quand il chante, en gros, c'est pas comme si le monde s'arrêtait, mais un peu, tout le monde l'écoute, tout le monde est admiratif, et un jour, il va perdre sa femme, elle va mourir, et il va retourner la chercher aux enfers. Et bon, au cas où vous ne connaissez pas l'histoire, je ne vais pas vous raconter la fin, vous irez voir ce qui se passe pour Orphée et sa femme après la descente aux enfers. Mais donc c'est une réécriture et Ella est clairement, on va dire, une réincarnation d'Eurydice en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut dire réincarnation, mais bref, elle joue le rôle d'Eurydice dans ce livre. Mais oui, là c'est le grand mais, donc tout ce qui était positif, c'était passage des enfers à un moment donné, le lien avec l'eau et la relation de Claire avec Ella, puisque Claire et Ella sont meilleures amies. Mais problème, Claire n'est pas amie avec Ella. Claire est amoureuse d'Ella. Clairement, elle est amoureuse d'Ella. Et Ella, j'ai eu l'impression qu'elle se servait d'elle tout le long, et ça m'a tellement agacée. Elle a l'air tellement manipulatrice, elle a l'air de savoir que Claire l'aime.
Mais elle joue de cet amour pour lui faire faire tout ce qu'elle veut et lui faire accepter tout ce qu'elle veut. Et ça m'a rendue folle. Ça m'a vraiment agacée. Vraiment, vraiment. Et là aussi, j'ai eu énormément de mal à apprécier ce personnage. En fait, j'ai vraiment détesté ce personnage. Elle est éthérée. C'est une espèce de fille insupportable. Alors, pas parce que je suis jalouse de ce qu'elle représente ou quoi, mais parce qu'elle est... Elle est censée être parfaite, la fille rêveuse, tout ça, mais... Sérieusement... Non, non, non. Ce genre de personnage, on a l'impression qu'elle est même pas réelle, cette fille. On a l'impression que c'est une espèce de projection de fille parfaite. Et Claire tombe éperdument amoureuse d'elle. Et Orphée se dit, oh, tiens, dis donc, une fille parfaite. Et non, j'ai l'impression que ça sonne complètement faux. Et donc ça m'a déjà agacée. Ensuite, on a certains groupes. Alors je me suis dit, oh sympa, un groupe. Oui mais non, c'est un groupe de jeunes. Et alors j'ai l'impression que leur but dans la vie, c'est de boire. Et c'est quoi ce délire avec l'alcool dans les livres? Enfin, je veux pas passer pour la rabat-joie de service, mais a-t-on vraiment besoin de boire autant pour s'amuser? Je sais pas. Moi j'ai vraiment du mal avec l'alcool dans les livres, j'ai l'impression. Et avec la drogue aussi. Mais là vraiment c'était surtout l'alcool et... Mais... Sérieusement, voilà, j'étais un peu... Je me souviens que certaines soirées qu'on faisait quand on était adolescent, oui, bien sûr, il y avait des personnes autour de nous qui buvaient. Mais là, j'ai l'impression que tous le font. Et le but, c'est d'être déchiré le plus possible. Pour pouvoir ensuite dire des trucs du genre « Oh là là, le ciel me voit » ou je sais pas quoi. J'ai eu un petit peu de mal avec ça. Vraiment, même beaucoup de mal, hein, on va vous le dire. Et alors, ce livre est censé être poétique. La façon dont il a été écrit, tout ça, j'ai absolument pas été touchée par l'écriture de ce livre. J'ai même trouvé que ça sonnait faux. En fait, j'ai trouvé que ce livre sonnait faux. Après, c'est mon opinion personnelle, évidemment. Je pense que il a sonné autrement pour d'autres lecteurs. Je suppose que pour certains lecteurs, c'était vraiment quelque chose de très proche d'eux, par exemple. Moi, en tout cas, c'est pas du tout proche de moi, du tout. C'est vraiment le type de livre que je... Alors, je ne dis pas que je n'aime pas ce type de gens. Je vous dis que je n'aime pas ce type de livre. Je le précise quand même. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. C'est vraiment ce type de livre que je... Non, vraiment pas. Et donc, j'ai pas du tout trouvé ça poétique. J'ai même plutôt été agacée. Et donc, je sais même pas pourquoi j'ai fini ce livre. Pourquoi j'ai fini ce livre? Je pense que je l'ai fini parce que ma soeur me l'a offert. Mais vraiment... Non. Non. C'était un échec cuisant. Et j'ai mis ce livre dans la catégorie élémentaire, mon cher Watson, un livre avec un mystère, puisque Orphée est un mystère pour cette bande de jeunes. Ah, mais j'ai oublié de vous parler du livre que j'ai abandonné. C'est peut-être le moment de le faire, vu que je viens de vous parler de ma grosse déception du mois. Alors, le livre que j'ai abandonné, c'est Les aventures d'un apprenti gentleman de Mackenzie Lee. Alors, je l'ai pas abandonné parce que j'ai détesté, je l'ai abandonné parce que je devais le rendre. Et en fait, j'ai pas vraiment eu l'impulsion ou l'envie de le continuer ou de le réemprunter ou de... Voilà, non, je suis passée à autre chose, on va dire, et ce livre... Enfin, peut-être que je le reprendrai un jour, hein, parce que c'était peut-être pas le bon moment pour le lire, mais il n'a pas transcendé en tout cas pour ce que j'ai lu pour l'instant. Ensuite, on est quand même reparti sur une pente sympathique. J'ai lu Sorceline tome 1, 2... Alors là, j'ai pas noté le nom, je suis désolée. Sorceline tome 1. Je crois que c'est Quand je serai grande, je serai fantasticologue ou quelque chose comme ça. Donc c'est une BD, il me semble que c'est une BD jeunesse. Et j'ai adoré les illustrations, j'ai trouvé l'histoire vraiment chouette. C'était sympa comme petit moment lecture. J'ai aimé les couleurs utilisées, les créatures, j'ai aimé le mystère qui s'insinuait petit à petit. L'univers aussi. J'ai compris ce qui se passait à un moment donné quand même. Le seul truc qui m'a éventuellement dérangé, c'est une sorte de triangle amoureux qui commence déjà à s'installer. Mais j'ai quand même vachement hâte de lire la suite. Donc c'était sympathique. J'ai mis Sorceline. J'ai mis Sorceline au même endroit que Ella Gray, mais peut-être que je pourrais le mettre ailleurs et remplir une autre catégorie. Ça peut être une bonne idée ça. Ensuite j'ai lu The Mermaid's Voice Returns in This One d'Amanda Lovelace. Donc j'avais lu The Witch Doesn't Burn in This One le mois précédent il me semble. Oui. Donc ça c'est le tome 3. Et c'était aussi bon que le tome 2, je trouve. C'était toujours aussi puissant, toujours aussi inspirant, toujours aussi touchant aussi, toujours aussi authentique. Il y a un mélange d'espoir et de désespoir, un mélange
de fiction et d'expérience personnelle de l'autrice. Il y a aussi cette fois des poèmes d'autres autrices, il me semble, hein, que je dis pas n'importe quoi. On va évoquer la violence sexuelle et la maladie mentale, et c'était vraiment bien. Franchement, j'aime beaucoup les recueils d'Amanda Lovelace. Il faudrait que je lise The Princess Saves Herself in This One, je crois, le tout premier. Et le nouveau qu'elle a sorti aussi, Break Your Glass Slippers, je crois. Bon, j'ai lu ce livre sur Scribd, étonnant, n'est-ce pas? D'ailleurs, j'ai aussi lu The House Next Door sur Scribd. Oui, d'ailleurs, là, j'ai lu une majorité d'e-books ce mois-ci, enfin, au mois de mai. Donc voilà, excellent aussi ce recueil. Et alors, le méga coup de cœur de mai est venu à la fin du mois. J'ai lu Essential Bukowski Poetry, donc c'est un recueil de poèmes de Bukowski. Alors, je pensais pas que j'allais aimer Bukowski, parce que je sais pas pourquoi, dans ma tête il y a une image d'espèce de pervers psychotique, je sais pas quoi, et qui parle tout le temps de sexe et de drogue et tout ça. Et alors certes, il y a des poèmes qui traitent de sexe ou d'alcool ou ce genre de choses, mais mon Dieu, c'était tellement beau. C'était tellement beau. En fait, je crois que Bukowski m'a fait exactement le même effet que D.H. Lawrence, que je pensais pas aimer non plus. C'était une claque monumentale, ce recueil, vraiment. Je me suis dit, tu vois, avec tes petits préjugés de ridicule là, et ben t'aurais pu passer à côté de Charles Bukowski. Et vois ce que t'aurais raté. Donc voilà, l'écriture est top. Il y a une puissance dans ces poèmes, c'est impressionnant. Il y a une émotion aussi très crue, comme on dirait, comme on pourrait dire. Il y a des poèmes tellement beaux. Voilà. Je sais même pas quoi vous dire de plus sur ces poèmes. C'est magnifique. Et bien sûr, ça traite toujours de thèmes qui, on va pas dire assez généraux, mais qui touchent un peu tout le monde. L'amour perdu, la mort, le temps qui passe, la vieillesse, tout ça. Enfin, c'est juste... Voilà. Et j'ai noté plein de citations dans mon petit carnet. Alors je vous lirai bien. Je crois que j'ai même recopié un poème entier tellement je vous lirai bien des passages, mais je me dis que peut-être pas, hein, parce que bon, je vais vous le lire en anglais et ce sera peut-être pas... Je suis pas sûre. Mais vraiment, Bukowski, c'était la révélation du mois de mai. Du coup, j'aimerais bien lire d'autres recueils de lui, mais sur Scribd, il me semble qu'ils ont enlevé la majorité de ces recueils et qu'ils sont disponibles... Là, ils doivent être disponibles, du coup, là. Puisqu'ils étaient disponibles fin juin. Donc je vais regarder. Parce que vraiment, c'était vraiment, vraiment très très beau. Alors, je vais vous faire un rapide bilan de mai et on va passer à juin. Juin, j'ai lu 2 livres et j'ai fait beaucoup de relectures, donc ça va être très rapide. En mai, les meilleurs sont The House Next Door et Essential Bukowski Poetry, évidemment. Alors, le dernier étant encore plus mis en avant parce que vraiment c'était merveilleux. Mais The House Next Door est vraiment, vraiment excellent lui aussi. Donc, si vous devez retenir 2 livres de ce bilan, ceux-là. Le fail du mois, c'est A Song for Ella Gray, je pense que vous n'êtes pas surpris. La surprise, c'est Essential Bukowski, parce que vraiment je m'attendais pas du tout à aimer ce livre autant. Et la déception, c'est Les Brigades du Steam, malheureusement. Les séries continuées, j'ai continué Cicéron et Women Are Some Kind of Magic, donc les recueils de poésie d'Amanda Lovelace. J'ai terminé aucune série, effectivement. Niveau non-fiction, j'ai pas lu grand-chose. Si on considère que les 2 recueils de poèmes sont de la non-fiction, oui, mais sinon non. J'ai pas du tout lu de science-fiction et pas du tout lu de fantasy non plus. Auteur découvert Charles Bukowski et auteur favori que je devais continuer à lire dans ma méga liste, là, Oscar Wilde. Alors si on passe à juin, est-ce qu'on a encore du temps? Oui, allez, on va tenter. Ah oui, je vous ai pas dit où j'avais mis Bukowski pour le Lost Internet Challenge. Alors je l'ai mis dans L'herbe est toujours plus verte, un livre dont l'intrigue se déroule dans un pays où on n'est jamais allé puisque Bukowski est américain et je suis jamais allée aux États-Unis. Donc en juin, comme je vous l'ai dit, j'ai lu 2 livres. Alors vraiment, juin, c'était pas du tout le mois de la lecture pour moi. Mais alors, pas du tout. C'était même... Non. J'ai abandonné un livre au mois de juin. J'ai abandonné Je meurs d'amour pour toi. C'était censé être des lettres d'amour donc entre 2 femmes, l'archiduchesse de je ne sais plus quoi et sa belle-sœur. Oui. Et c'était vraiment pas... Non.
En fait, les premières pages, il y a une méga préface que j'ai essayé de lire et non, c'était pas bon. Et alors quand on commence les lettres, déjà dans la préface on nous explique quand même que on sait pas en fait. Si c'était vraiment... peut-être que c'était juste un amour sororal et qu'elles se parlaient de manière intense, on va dire. Mais les lettres... Je sais pas, des fois c'est juste... ah bah aujourd'hui je n'ai pas pu t'écrire. Oui. Enfin, je sais pas, je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à des lettres d'amour intenses quoi. En gros j'avais envie d'une romance, c'est tellement rare. Et ça n'a pas du tout, enfin non, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Du coup bah, j'ai été vraiment très déçue. Et donc j'ai arrêté la lecture très rapidement, au bout de 78 pages. Parce que c'était pas le moment et du coup j'ai été vraiment déçue parce que je m'attendais pas à ça. Ensuite j'ai lu Why I'm No Longer Talking to White People About Race de Rennie Edo Lodge. Je me suis dit qu'il fallait que je m'instruise vu ce qui s'était passé au début du mois à la fin du mois de mai et au début du mois de juin. Je me suis dit qu'il fallait que je m'instruise et donc je me suis dit que le meilleur moyen de commencer c'était par ce livre qui était dans ma wishlist depuis une éternité. J'ai trouvé ce livre très instructif, j'ai trouvé qu'il alimentait beaucoup la réflexion. Il traite des privilèges blancs et de la culpabilité qu'ils ressentent parfois. Il traite aussi de féminisme et du fait que les femmes blanches sont parfois très... tendent à exclure en fait les femmes noires des cercles féministes. Ça parle aussi de politique, de Trump, du Front National, du Rassemblement National maintenant du coup, du Brexit, tout ça. C'était un essai excellent parce que j'ai appris énormément de choses et j'ai eu envie d'apprendre encore plus de choses. En fait, ça m'a donné des pistes pour tout un tas d'autres choses que je ne connaissais pas ou dont j'avais pas confiance. Et oui, je trouve que c'était important de lire ce livre. J'aurais sans doute dû le lire déjà depuis longtemps puisqu'il est dans ma wishlist depuis sa sortie. Mais je me dis que au moins je l'ai lu, c'est bien. C'est bien, mais maintenant il me reste encore tout un tas de livres à lire. Que vous dire de ce livre? À part vous dire que c'est important de vous instruire pour bien comprendre ce qui se passe et pour bien comprendre le contexte et ne pas dire n'importe quoi, n'importe comment, ne pas transformer les faits quand on ne sait pas de quoi on parle. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Voilà. Et j'ai placé ce livre dans I Had a Dream, un livre qui traite de racisme. Puisque effectivement, en fait, le tout début du livre, l'autrice va nous expliquer pourquoi elle a décidé de ne plus parler de racisme ou de couleur de peau avec les blancs. Et c'était vraiment, je vais vous le dire, honnêtement, il y a des moments, c'était gênant à lire. Parce que je me disais, mais ça, inconsciemment, beaucoup de blancs le font. C'est horrible de se dire qu'on en prend conscience que maintenant en lisant ce livre. Donc oui, comme je vous dis, c'était très instructif, ça va vous faire réfléchir. Et j'aime pas dire ça, mais c'est le cas, c'est important à lire. Donc allez vous diriger vers la librairie la plus proche et allez acheter. Alors il me semble qu'en français c'est Le racisme est un problème de blanc. Et voilà. Alors il y a tout un tas d'autres livres que vous pouvez lire et que j'ai aussi dans ma wishlist. Je vous ferai bien un post là-dessus, mais il y en a tellement. Je vous mettrai en description la liste sur Goodreads et peut-être d'autres listes que je trouverai. Mais dans tous les cas, allez le lire. J'ai trouvé sur Scribd pour ceux qui sont abonnés. Et j'ai aussi lu What Would Cleopatra Do d'Elizabeth Foley et de Beth Coates. Donc c'est aussi de la non-fiction. C'était le mois de la non-fiction hein, ce mois-ci. Vous me direz en lisant 2 livres, c'est pas bien compliqué. C'est un recueil de biographie. Alors il me semble qu'il y a 50 femmes, mais maintenant je ne suis plus persuadée. Oui, donc le sous-titre de ce livre c'est Life Lessons from 50 of History's Most Extraordinary Women. Donc des leçons de vie de la part de 50 des plus extraordinaires femmes de l'histoire. Donc ce sont des biographies de ces femmes, mais pas seulement. En fait, je trouve que l'originalité de ce livre, c'est que à la fois on apprend un peu de la vie de ces femmes, donc on a une espèce de petite biographie, et en même temps, effectivement, les autrices sortent une espèce de leçon de vie de l'histoire de cette femme, donc de la vie de cette femme. Donc on a des espèces de
comment dire, de phrases, pas des phrases bateau, j'ai pas envie de dire ça parce que du coup ça rabaisse le livre alors que vraiment ce livre est un coup de cœur, il est excellent. On a plutôt des espèces de leitmotiv en fait, le but c'est de motiver les gens qui lisent ce livre. Donc j'ai trouvé que c'était très inspirant, très motivant. C'était parfois touchant aussi parce que bon, ces femmes n'ont pas toujours eu la vie facile, on va dire. Je pense que ça peut aussi aider à gérer certains problèmes du coup, ou à au moins s'inspirer de ces femmes qui ont géré ces problèmes-là. Ce livre est illustré, je trouve que les illustrations sont top, mais la majorité des recueils de biographies comme ça de femmes sont illustrés et les illustrations sont toujours top. Celles-là sont vraiment bien. J'ai tiré beaucoup de citations de ce livre, le carnet en est plein clairement. Alors soit des citations de ces femmes elles-mêmes, soit des citations des autrices qui tiraient les leçons de ces femmes. Et alors la bibliographie. Ça faisait longtemps que ma wishlist n'avait pas explosé. Mais alors en lisant la bibliographie de ce livre, voilà, j'ai dû ajouter, je sais pas moi, 80 livres. On a l'habitude. Donc j'ai ajouté plein de livres à ma wishlist après avoir lu ce livre. C'était top. Que vous dire de plus? Allez le lire, vous apprendrez beaucoup de choses. Alors à la fois historiquement et aussi niveau développement personnel, tout ça. Un petit coaching de la part de Cléopâtre, Boudica ou la reine Victoria. J'ai envie de vous dire, c'est pas mal. Alors j'ai classé ce livre dans Raconte-moi une histoire, une non-fiction sur l'histoire. Oui, parce que bon, quand même, même si c'est féministe, c'est aussi sur des personnages historiques importants. Alors il y a des... Il me semble que c'est très très diversifié comme panel, on va dire. Donc on a Cléopâtre qui était évidemment reine d'Égypte. Donc sa partie se concentre sur la rivalité avec la famille, les frères et sœurs surtout. On a Mae West, je sais pas si on dit Mae West ou Mae West, mais je dirais Mae quand même. Mae West, Frida Kahlo, Catherine Lagrande, Agatha Christie, Eddie Lamar, mais on a aussi des femmes dont j'avais jamais entendu parler honnêtement. D'ailleurs, j'arrive même pas à me souvenir de leur prénom, donc je suis terrible. Je vais essayer de retrouver les citations, ça ira mieux. Non, là c'est sur Frida. J'étais censée faire une liste d'ailleurs de ces femmes que j'ai pas faite d'ailleurs. On a par exemple, oui, alors Phulani Devi qu'on retrouve aussi dans Culottée. On a aussi des sportives, on a Ada Lovelace, Ipassi, on a... Comment elle s'appelle? On a Dorothy Parker, on a Betty Ford. Je vais essayer de pas toutes vous les donner. Alors là, on a par exemple une prêtresse qui vivait en 2300 avant Jésus-Christ, qui s'appelait, alors excusez-moi pour le nom si je prononce mal, là on est Enheduanna, et qui était prêtresse de la déesse Inanna. Et donc on a son histoire et ce qu'on peut tirer de son histoire. J'ai trouvé ça génial. On a aussi, comment s'appelle-t-elle? Bah oui, mais je veux dire, mais donnez-moi son nom. Une poétesse japonaise qui s'appelle Akiko Yosano. Donc voilà, on a vraiment des femmes du monde entier et j'ai trouvé ça génial. Ce livre était formidable. Allez le lire. Go, allez le lire. Et là on passe aux relectures, puisque après je n'ai fait que des relectures, donc ça va être assez rapide, je pense. Puisque j'ai relu les 15 premiers tomes, alors attends, je vais essayer de montrer. Les 15 premiers tomes de la série Nana. J'ai lu ce manga quand j'avais... Je sais pas, j'étais encore au collège quand j'ai commencé. Non, j'étais au lycée. Je me souviens, j'étais au lycée. Donc j'ai lu cette série quand j'étais au lycée. Bon, je l'ai lu, je sais pas, des dizaines de fois depuis parce que j'adorais cette série. Et ça faisait quelques années quand même que je l'avais pas relue. Et là, en ce moment, j'ai eu un gros kick musical. J'avais envie de n'écouter que de la musique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pratiquement pas lu. Parce que j'ai passé mon temps à écouter de la musique, à apprendre de nouvelles chansons. Donc voilà, ça a clairement mangé tout mon temps de lecture, puisque je ne faisais que ça. Et je me suis dit, bon, j'ai quand même envie de lire, mais j'ai envie de garder un lien avec la musique, donc je vais faire un peu les deux, et je vais lire Nana, puisque Nana, c'est l'histoire de deux jeunes femmes, Nana et Nana, puisqu'elles portent le même prénom, qui vont décider de monter à Tokyo, et l'une monte à Tokyo pour se lancer dans la musique, en tant que professionnelle. Et donc, cette série est centrée sur les amours des deux nanas, mais aussi sur la musique. Alors, Nana a un groupe punk,
Et je me souviens d'ailleurs, j'écoutais Anna Tsuchiya à l'époque quand je lisais le manga. Du coup, je me suis replongée dans la musique que j'écoutais adolescente et j'aime toujours autant. Donc on va avoir une espèce de rivalité entre deux groupes à un moment donné. C'est pour ça que j'ai réussi à caser quand même Nana dans le Lost in Time Challenge. Alors j'ai casé Nana dans La fleur au fusil, un livre qui traite de la guerre, puisqu'il y a effectivement une espèce de guerre entre deux groupes. Je l'ai casé dans Invitation au voyage, un livre dont l'intrigue ne se passe pas en Europe, puisque l'intrigue se passe au Japon. Je l'ai aussi casé dans Relecture, un favori, puisque vraiment ça fait partie de mes séries préférées, vraiment génial. Et une héroïne badass, puisque clairement Nana est badass. Alors, celui qui trouve pas Nana badass, je comprends pas. Je vais vous montrer quand même les couvertures. Alors j'adore toujours autant ce manga. Par contre, j'ai clairement... j'ai grandi depuis le temps où j'ai lu Nana pour la dernière fois. Et donc je vois tout un tas de choses, je vais pas dire problématiques, mais problématiques. Par exemple, le personnage de Takumi, mais je sais pourquoi je le détestais tellement à l'époque. Parce qu'à un moment donné, quand même, je me suis dit, non, mais je devais être injuste, je sais pas pourquoi je déteste autant ce personnage, mais ça ne doit pas être justifié. Mais complètement. Mais c'est complètement justifié, je déteste ce personnage de tout mon cœur, c'est horrible. Enfin voilà, et du coup, je comprends aussi pourquoi à l'époque j'ai développé un grand amour pour la musique, parce que... Mais ce manga, c'est... La musique tient une telle place dans la vie de ces personnages. Et alors j'adore les illustrations de ce manga. Je vais tenter de vous montrer d'ailleurs. Est-ce que ça spoil? Sans doute. Là ça spoil rien, si? Oui, non, ça spoil. À tenter de ne pas spoiler. Non, ça spoil. Non, ça spoil aussi. Ah, je vais vous montrer une illustration du premier tome, comme ça spoilera pas. J'ai aimé que ce soit... En fait, j'aime cette série parce qu'elle est tragique, parce qu'elle est cruelle, parce qu'elle est pas... En fait, j'ai l'impression que souvent les shoujo, on dit oui, bon, c'est des petites histoires d'amour pour les jeunes filles, c'est tout mignon et ça se finit bien. Avez-vous déjà lu Nana dans votre vie? Nana, c'est pas une jolie petite histoire qui se finit bien. Déjà, au fur et à mesure, parce que j'ai pas compris ça la première fois que j'ai lu, mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'en fait, depuis le premier tome, en fait, les nanas se parlent entre elles. Parce qu'on a des espèces de moments où, par exemple là, où la narratrice, une des nanas en fait, puisqu'elles sont toutes les deux narratrices, une des nanas parle à l'autre nana. Et c'est tellement triste, mais c'est d'une tristesse, mais c'est juste affreux. Donc voilà, je vous montre au moins les premières pages. J'ai quand même envie de vous montrer Nana, donc je vais essayer de la trouver. Ben, je l'ai trouvée, oui. Donc voilà, alors les deux jeunes filles ont des idéaux de vie complètement opposés l'un à l'autre. Et voilà, cette série. Bon après, c'est sans doute... peut-être qu'en partie c'est sentimental, l'amour que j'ai pour cette série, mais... J'adore cette série. Elle est vraiment très bien. Du coup, je me suis arrêtée au tome 15 pour l'instant. J'ai lu d'autres livres entre temps. J'ai 9 lectures en cours sur Livre Addict. Je pense que j'en ai encore plus sur... J'ai regardé sur Goodreads, mais... Oui, j'en ai 22 sur Goodreads, hein, bien sûr. Pourquoi pas. Donc j'ai 9 lectures actives en cours. En fait, non, c'est faux. Je lis un livre actuellement. Je vais vous montrer d'ailleurs, pourquoi je ne vous le montrerai pas. Je suis en train de lire It's Not Okay to Feel Blue and Otherwise, Inspirational People Open Up About Their Mental Health, édité par Scarlett Curtis. C'est un recueil d'essais, d'articles sur la santé mentale. Ce sont que des gens connus, blogueurs, acteurs, écrivains. Par exemple, là, je suis arrivée au moment où c'est Emilia Clarke qui va écrire son article. Le tout premier article, c'est un poème de Sam Smith. Voilà, ce livre est à la fois plein d'espoir et assez déprimant parfois, je vais pas vous le cacher. Et donc, voilà, c'est ce que je suis en train de dire actuellement. Je reprends peu à peu je retrouve peu à peu l'envie de lire énormément et de vous parler de livres, parce que du coup là pendant un mois, plus d'un mois même je pense, je vous ai pas du tout parlé, pas du tout donné signe de vie, à part sur Instagram légèrement, mais c'était pas grand chose. Et donc là j'ai vraiment envie de me remettre à la lecture et d'essayer de tourner plus de vidéos, tout ça. D'ailleurs c'est bientôt l'heure du Media Book Freakout Tag que je fais tous les ans, donc je pense que je vais le faire aussi cette année. Je vais pas vous promettre des vidéos bientôt parce que à chaque fois que je fais ça, je m'absente pendant des périodes de temps, laissons tomber. Hein.
Donc voilà, je vais essayer. Alors j'ai pas fait le bilan de mai, donc de juin plutôt, donc je vais le faire avec vous. Le meilleur de ce mois. En fait il n'y a pas vraiment de meilleur, enfin, ils sont tous excellents, donc je sais pas trop comment je vais choisir entre Why I'm no longer talking to white people about race, what would Cleopatra do et Nana. Je peux clairement pas choisir entre tout cela. Il n'y a pas de fail, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de déception. Les séries continuées, il n'y en a pas. Les séries terminées non plus. J'ai lu de la non-fiction, mais j'ai pas lu de science-fiction ni de fantasy. Auteur découvert, Rainier de Lodge, je pense que je pourrais la mettre dans autrice découverte. Et les favoris à lire ou à continuer à lire, bah, à part Ayazawa, je ne vois pas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Je pense qu'elle a duré 107 ans, mais il fallait s'y attendre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous avez lu en mai, ce que vous avez lu en juin, si vous avez participé au Lost in Time Challenge, si vous avez réussi. Réussir, vous n'aurez pas de médaille si vous avez réussi, vous n'aurez pas de tomates pourries si vous avez échoué, hein, donc pas de stress. Hein. Dites-moi quelle catégorie vous avez rempli avec quel livre. Dites-moi vos coups de cœur, les livres que vous n'avez pas aimés, si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés ou si vous avez envie de les lire. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Espérons. Bye.